Président Bandakani, aujourd'hui, par ces sanctions, les autorités maliennes, qu'est-ce qu'elles payent? Est-ce le prix de leur durée au pouvoir, comme le prétend la CEDEAO, ou alors le prix de leur affirmation en tant qu'État souverain? Le Mali est en train de passer par le chemin qui est le propre, n'est-ce pas, de tous les pays qui ont recherché leur émancipation de l'abjection occidentale et ses relais locaux. Bachir, ça fait longtemps ici que je parle d'abjection. Vous savez que l'abjection, c'est le mal dans son essence. Ben, et quand on parle du mal dans son essence, il est aérien, il est invisible. Ce mal-là, il est invisible. Mais là, l'Afrique, que ce soit l'esclavage, que ce soit les séquences de la colonisation, du néocolonialisme et du néo-esclavagisme mondialisé, n'est-ce pas, ou globalisé, le mal s'est toujours matérialisé, sa figure concrète, n'est-ce pas, la forme que le mal prend en Afrique, c'est, n'est-ce pas, la constellation sociopolitique, n'est-ce pas, constituée par un certain type, entre guillemets je précise, de président, un certain type d'intérêt économique, d'autorité morale, mon cher Bachir, qui ont pour seul dénominateur d'être des créations de l'ennemi du continent africain de l'Occident, d'être les créations de l'Occident, et dont la principale raison d'être est de détruire le continent africain, Bachir. C'est ce que j'appelle l'abjection. C'est-à-dire c'est le mal absolu, Bachir. Ce mal-là, on ne collabore pas avec ce mal-là. On le détruit, ce mal-là. On s'organise pour le détruire. J'ai indiqué ici depuis 10 ans qu'une des figures majeures de l'abjection, c'est ce qu'on appelle président de la Côte d'Ivoire. Je dis bien ce qu'on appelle, et comme on nous oblige à appeler président de la Côte d'Ivoire. Et ça se manifeste aujourd'hui dans ce qu'on vient de voir avec la CEDEAO, qui est pris en otage par l'ennemi du continent africain, ce nègre à la peau noire qu'on appelle M. Ouattara, instrument du criminel qui est à l'Élysée, et lui-même qui n'est qu'un instrument, n'est-ce pas, du mondialisme international, qui a programmé la recolonisation du continent africain, au cher Bachir. On dit ça depuis 10 ans. Et beaucoup d'Africains ont dit, oh, peut-être on est excessif, on ne connaît pas la diplomatie, Bachir. Mais normalement, il faut parler avec courtoisie parce qu'on a affaire des chefs d'État. Et bien maintenant, il faut que l'histoire s'accélère comme ça pour que les Africains soient obligés de s'interroger sur qu'est-ce qu'on appelle un chef d'État. Est-ce qu'il suffit que la France mette des costumes sur des vauriens, des bandits, et qu'on nous oblige à être appelé président? Il faut qu'on gère ça. Parce que si vous n'avez pas réglé ça, vous vous couchez devant le communiqué de la CEDEAO. C'est un communiqué signé par 15 fois 10 ans président, non? Alors, et comme les présidents sont des gens qu'il faut respecter à tout prix, quand un président parle vraiment, c'est un chef d'État. Il représente des choses extraordinaires. Il faut faire attention. Ben écoutez, taisons-nous et couchons-nous devant la CEDEAO. C'est de cela qu'il s'agit. C'est ce que j'appelle l'abjection. L'abjection. Ça atteint ce niveau-là en Afrique aujourd'hui. Il faut que les Africains... C'est très bon ce qui se passe là, Bachir. On en parlait en off, depuis les semaines, je te le dis, que ça va arriver, et c'est très bon, Bachir. Donc, l'histoire, qui est l'autre nom de Dieu, est simplement en train de nous placer devant notre responsabilité historique. Est-ce qu'on est capable de faire l'histoire? L'histoire, c'est la succession de ruptures, Bachir. Moi, je n'ai pas encore vu des ruptures qui se sont faites par la diplomatie, et le fait qu'on se couche devant un ordre établi, qui en plus est abject. Bachir. Qui fait respecter les présidents, tout le monde sait ça. Qui fait respecter les institutions, tout le monde, on n'apprend pas ça à personne. Mais quand les institutions se retournent contre l'objet de leur résistance, pour devenir des couvertures de mafia, de brigandage, de banditisme d'État, de liquidation d'un continent, on ne peut plus respecter ces genres d'institutions, Bachir. C'est impossible. Si vous faites ça, vous n'êtes ni dans le droit, vous n'êtes ni dans la morale, vous n'êtes ni dans l'éthique, encore plus, vous n'êtes pas dans la spiritualité. Vous êtes du côté de l'abjection, mon cher Bachir. Les choses sont claires. Donc, quand j'ai dit ça, pour continuer la brillante analyse de notre sœur Linda Labawi, à qui j'ai dit bonne année aussi, meilleurs vœux, et dans le sens de notre ami Eke, n'est-ce pas, qui est apparemment très modéré, mais sérieux dans ce qu'il dit, on voit les choses de très claires. Je dirais simplement ceci, commençons par faire une analyse très rapide
sur ce qu'il y a derrière ce communiqué, ce qu'il vaut, ce que valent ces sanctions. Un, j'ai dit depuis 3 semaines que l'Occident, c'est-à-dire la France, constatant que le face-à-face avec les Africains étant le monde entier la laideur de l'État français, qui est un État criminel, n'est-ce pas? Et que le monde entier voit que ça vaut plus la peine parce que, bon, le monde entier peut savoir que tu es un voleur la nuit. Et comme le monde est dirigé par des voleurs, on fait semblant de ne pas voir. Mais quand tu attrapes en plein vol, quand tu es en train de voler le jour, même tes patrons voleurs, qui la nuit volent avec toi, vont dire qu'on ne te connaît pas, même pas honte. Donc la France est devant cette situation depuis. Elle a décidé, et c'est ce qui devait arriver, sauf pour les naïfs, que il faut que rapidement ça soit une affaire de nègres et de nègres. Pour qu'elle continue à aller vendre sa chimère à ses amis de la communauté internationale. Et Macron l'a dit. Macron a dit, le Mali n'a pas affaire à la France, mais avec ses voisins. Oui. Et je t'avais interpellé sur ça, Bachir, que c'était un tournant, tu verras la suite. Donc, alors, il faut que la CEDEAO offre à la France, qui est le patron de tout ce qu'on appelle président, cette cohorte de soi-disant président, il faut que cette CEDEAO offre à la France quelque chose qu'elle peut aller présenter. Bon, c'est du bluff, elle peut essayer, ça ne marche pas. Mais pour moi, vous voyez maintenant, c'est la CEDEAO qui a parlé. Et d'ailleurs, dans le communiqué, vous lisez comment la CEDEAO supplie les Nations Unies. Elle supplie les Nations Unies parce qu'il faut lire tout ça. Elle supplie. Il ne faut pas qu'on dise que nous, on raconte n'importe quoi. Les chefs d'État supplient la communauté. Voilà. La conférence des chefs d'État a en outre appelé l'Union africaine, les Nations Unies et les autres partenaires à soutenir le processus d'application de ces sanctions et à continuer d'apporter leur soutien à une transition politique acceptable. Il faut bien lire un communiqué avant de... Donc vous voyez très bien qu'eux-mêmes cherchent des soutiens. Ils ne sont pas sûrs. Ils appellent l'ONU, ils appellent l'Union africaine, n'est-ce pas, de soutenir. Ils ne sont pas sûrs. Et ils n'auront pas le soutien, ces gens-là. Ils n'auront pas. Pourquoi vous semblez très sûr de vous quand ils n'auront pas ce soutien? Non, c'est inacceptable, ils n'auront pas. La plupart de ces chefs d'État appartiennent aussi à l'Union africaine, par exemple. À l'ONU, ils vont passer. La Chine et la Russie ne vont pas accepter. Donc pour l'ONU, c'est classé. Bon, l'histoire qu'on appelle l'Union africaine, organisation vaurienne, comme je dis depuis des semaines, bon, on dit que quand vous voyez sa structuration, il faudra maintenant avoir l'accord de tous les chefs d'État et de tous les présidents. Ce n'est pas évident. Beaucoup de présidents, en dehors de ceux que la France a revêtu de costume de président de la CEDEAO, quoique beaucoup de présidents sont prêts à aller dans un truc comme ça, même pour leur par simple intérêt. Monsieur Eke tout à l'heure vous a dit qu'entre les nations, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Vous croyez que les intérêts de tous les présidents de l'Union africaine qui vont siéger à la conférence des chefs d'État, c'est qu'on fait la bagarre sur le Mali? Non, pas du tout. Pas du tout, Bachir. C'est déjà dans la sous-région, la Mauritanie, n'est-ce pas? Et vous a dit, et vous en rappelez, Mauritanie. Et même le Nigeria, parce que quand vous lisez, le Nigeria se fait représenter par un vice-président. Ça a une signification sur le plan diplomatique. C'est une signification qu'un pays se fasse représenter à un sommet aussi important par son vice-président. Qui va engager le pays comment? Il n'est pas le président, il va engager le pays comment? À ce niveau. C'est une signification diplomatique, le fait que le Nigeria se soit fait représenter par son vice-président. Et le Nigeria n'est pas n'importe qui dans la CEDEAO, mon cher Bachir. Je vous rappelle que le Nigeria a un problème sérieux avec le rebelle devenu président en Côte d'Ivoire, qui a marché sur des milliers de morts en Côte d'Ivoire, qui a tué les Ivoiriens pour être président. Ce tueur, mon cher Bachir. Allez, président. Ne m'arrêtez pas. Allez, le mot, il est très dur. Non. Le mot, il est très dur. Je vous dis, Bachir, ce tueur a un problème sérieux. Il a engagé l'UMOA dans son Wacron, c'est-à-dire l'écho qu'il a créé avec Macron, qui s'appelle le Wacron, en disant qu'il parlait au nom de tous les chefs d'État. Or, le Nigeria et même le Ghana, bien que le président du Ghana le dit lui-même, c'est un petit mercenaire, vous comprenez? Ils ont dit que mais cette affaire-là, ce monsieur les engage sans leur avis, il a consulté personne. Vous comprenez très bien ce qui se passe, c'est-à-dire que l'outrecuidance de ce monsieur, qui n'est qu'un petit esclave de Paris, n'est-ce pas, qui a pris l'habitude d'engager les présidents. Donc à partir du Wacron, mon cher Bachir, qui a échoué, et donc c'est renvoyé en 2027, c'est un mort-né. Alors à partir du Wacron, vous voyez très bien les dissensions qu'il y a au sein de la CEDEAO, et qui ne peut pas être réglées par un communiqué, n'est-ce pas, de sous-préfets, et de petits valets de service, n'est-ce pas, qui par un communiqué vont régler ça. Alors peut-être avant de vous reprendre la parole, je suis toujours avec vous. Mais malgré ces dissensions au sein de l'UMOA, et nous restons dans l'UMOA cette fois-ci, il y a quand même que dans les sanctions, il y a le gel des avoirs des autorités maliennes, le gel des avoirs de toutes les entreprises publiques et parapubliques maliennes. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Ça fait quoi?
Il s'agit quand même de... Non, là, vous m'obligez à entrer dans le bluff. Oui. Hein, pour dire que bon. Alors, d'abord, c'est du bluff. Oui. C'est du bluff. Le jet des avoirs maliens, ça représente quoi? Mais le Mali a quand même ses avoirs dans la BCEAO. Oui, il y a les avoirs, mais on peut s'en passer, puisqu'il s'en passe depuis. Bah, je vais vous démontrer à quoi c'est un bluff, très rapidement. C'est un bluff parce que pendant que le Mali, tout à l'heure, Madame la Barue vous a dit que la CEDEAO apporte quoi au Mali, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Avant que la CEDEAO ne fasse sa sorcellerie là, elle apporte quoi au Mali? Avec la CEDEAO, le Mali vivait bien. Bachir, allons-y très seulement. Avec la CEDEAO, le Mali a été occupé, son territoire parlant évidemment, a été occupé à 80% par les terroristes. Est-ce que vous le savez? Bon, moi, je pose une question. Quand le territoire est occupé à 80% par les terroristes, les populations la vivent bien, mon cher Bachir? Parce qu'à ce moment-là, quand il y avait toutes ces choses-là, les avoirs du Mali étaient toujours dans les banques, disons, de ce machin qu'on appelle, oui. Ce machin qu'on appelle le BCEAO, cette institution de la honte là. Mais le Mali, son territoire était occupé à 80% par les terroristes. Qu'a fait la CEDEAO? Vous croyez que le Mali va vivre plus mal que la vie qu'elle mène depuis bientôt 8 ans? Le pays occupé par les terroristes, les conditions de vie de la population complètement détériorées. Vous croyez que les sanctions de la CEDEAO vont empirer quoi, Bachir? Il n'y a rien. C'est du bluff. C'est du bluff, Bachir. C'est du bluff parce que, il supplie d'autres instances. Écoutez bien. Il supplie l'Union africaine, l'ONU et les institutions partenaires. C'est eux qui disent, c'est pas nous, c'est le communiqué officiel, Bachir, c'est écrit. Il faut lire ça. Alors, il les supplie pour qu'ils intègrent les sanctions dans leur démarche. Est-ce qu'ils disent? Autrement dit, si ces institutions n'intègrent pas les sanctions, qu'est-ce qui va devenir? Ça ne vaut rien. Est-ce que vous écoutez? On vous a déjà dit que la Mauritanie, l'Algérie ont déjà créé un axe pour soutenir le Mali. Donc c'est nul de fait. Et allez lire le communiqué du gouvernement du Mali. Il dit le communiqué. Il faut lire. Les choses sont claires. Quand vous lisez, ils disent les dispositions sont prises depuis très longtemps pour garantir l'approvisionnement du pays. Et je te disais l'autre jour en off que le Mali, à l'heure actuelle, quand il vend un produit à quelqu'un de l'étranger, tu lui verses l'argent directement. Bon, alors, je vous ai pas dit ça. Et c'est comme ça que le Mali fonctionne depuis qu'il est sous sanction de ces gens-là. Parce que c'est pas. Toutes les sanctions là, c'est quoi? Elles sont pas nouvelles, Bachir. Elles sont pas nouvelles. L'autre argument, Bachir, qui montre que c'est du bluff. Pourquoi? Bachir, ces sanctions-là sont toutes illégales et illégitimes. Elles sont illégitimes parce qu'elles violent tous les principes de la CEDEAO. Je dis tous ces principes fondateurs, Bachir. Deuxièmement, elles sont illégales. Pourquoi? Je vous le démontre en quelques secondes, Bachir. Parce qu'il faut qu'on commence par ça pour que nos arguments soient respectés. Qu'on ne dise pas qu'on fait de l'opinion, simplement, mon cher Bachir. La CEDEAO, mon cher Bachir, est une organisation, c'est une organisation interétatique. En droit, ça a une signification. Les gens se comportent là comme si on avait fait une institution supranationale. Écoutez bien, supranationale. La CEDEAO est une institution interétatique. Ça veut dire interétatique? Interétatique. Donc, ça dit que qui est chargé de la coopération économique, tout ce que vous voulez. Bref, on a fait une communauté. Oui, ça fait une communauté économique et maintenant, on élargit ça à une charte politique de la démocratie et de la gouvernance, mon cher Bachir. En droit, une institution interétatique ne peut pas faire ce que la CEDEAO est en train de faire. Même quand on parle de supranationalité, si vous allez à l'ONU, la supranationalité est basée sur la reconnaissance de la souveraineté des nations. Intangible. C'est l'article 2 des Nations Unies. Est-ce que ça explique donc pourquoi le communiqué du gouvernement malien qualifie cela d'illégitime et illégal? Mais vous avez tout compris. C'est-à-dire que la CEDEAO sur le plan de la légalité est... c'est-à-dire que c'est très grave. Parce que dans aucun de ces tests, il n'est prévu de faire ce qu'elle est en train de faire là. Si quelqu'un a ces tests-là et que ça peut démentir ce que c'est en train de dire. Bachir, si on fait un débat. En tout cas, le débat est ouvert. Le débat est ouvert. Vision. C'est-à-dire, les textes de la CEDEAO ne donnent pas le mandat à cette conférence de faux présidents de faire ce qu'ils ont fait. Bachir. À partir du moment où vous avez affaire à une organisation interétatique. Mais, Bachir, l'interétat, c'est quoi? C'est que quelques États donnent à une institution, n'est-ce pas, interétatique, n'est-ce pas,
quelques pouvoirs, quelques moyens pour agir en leur nom. Mais jamais la souveraineté de déclarer la guerre à un pays membre. Parce que c'est comme une déclaration de guerre. Quand vous le lisez. Alors, dites-moi, alors, on ne remplace pas la faiblesse ou bien le fait que l'inter-étatisme, vous comprenez? Le fait que l'inter-étatisme ne vous donne pas le pouvoir légal de faire ce qu'on fait, par une conférence de présidents qui, parce qu'ils sont conférences de présidents, se réunissent au nom de la politique, violent les principes fondamentaux de la CEDEAO. C'est cela qu'il s'agit. C'est de l'escroquerie. Parce que la France qui est derrière tout ça pense que nous, les Africains, seraient effrayés par le fait qu'on a vu 15 présidents qui ont signé un communiqué. Ça nous fera peur. On dit 15 présidents ont signé un communiqué, ça nous fera peur. 15 présidents. Le président du Ghana, le président de la Côte d'Ivoire, le président du Niger, le président de la Sierra Leone, le président de machin Libéria. Ça va nous effrayer, n'est-ce pas? On va se coucher. Bachir, c'est illégal. Très bien. C'est parce que c'est illégal que l'Union africaine ne peut pas valider un pareil document, mon cher Bachir. Parce que c'est illégal. Et basé sur une méconnaissance de l'évolution géopolitique du monde, que l'ONU ne peut pas. Mais ce que la France espère, je terminerai par là pour mon premier jet. La France, ce qu'elle veut, c'est quoi? La France croit que elle va bâtir une coalition occidentale face à la Russie. Et qu'une fois que la Russie aura affaire à une démarche de la sous-région au niveau des États, n'est-ce pas? Parce que, écoutez bien, on a jusqu'à dire au Mali que la CEDEAO va activer sa force militaire en attente. Vous n'avez pas suivi ça? Oui. Ce qui est encore très grave, Bachir. C'est-à-dire que la CEDEAO a une force militaire en attente, capable d'aller faire la guerre au Mali, capable d'aller faire de l'interposition au Mali. Mon cher Bachir. Mais alors moi je demande, mais pendant qu'un pays membre de la CEDEAO a 80% de son territoire occupé par les terroristes, mais que faisait donc la CEDEAO? Où était la force militaire de la CEDEAO? Eh bien, on prend cette question pour... Alors, on va essayer de gérer notre temps en allant vers l'essentiel. Vous avez la parole, président Bandakani. À la suite de Mme Linda et de mon ami Eke, elle vous a cité ce que l'embargo a fait pour l'Algérie. Oui. L'embargo a développé l'Algérie. Je voudrais ajouter à la liste des pays qu'elle a cité, Bachir, l'Érythrée est à 2 pas de vous. L'Érythrée, c'était à l'Éthiopie là-bas, c'est dans la zone de la Corne de l'Afrique. L'Érythrée a gagné sa guerre de libération contre tout le monde entier. L'Érythrée, c'était pratiquement sa guerre de libération a duré 30 ans. Bachir, est-ce que vous vous rendez compte? Je dis bien seul. Alors, l'expérience de l'Érythrée, on n'en parle pas parce que ça fait honte, n'est-ce pas, aux Occidentaux. On préfère vous parler du Botswana, un faux pays comme ça. On préfère vanter le Botswana comme étant un modèle. Je dis bien c'est un faux pays, le Botswana. On ne parle jamais de l'Érythrée. Bachir, il y a l'expérience du Cuba. Le Cuba. Sous l'embargo, le Cuba a fait des miracles, mon cher Bachir. A fait des miracles. Et ces miracles-là ont été reconnus, n'est-ce pas, par ceux qui ont mis le Cuba sur l'embargo. Donc il y a plein d'exemples, Bachir, dans l'histoire, où l'embargo booste plutôt, n'est-ce pas, le génie d'un pays. Bachir. Quand il finit de dire ça, je prends les arguments que ce qu'on appelle président là, les bandits et des criminels, les ennemis du continent africain, que la France a habillé en chef d'État, Bachir, et nous oblige à appeler chef d'État. Bachir, beaucoup de masques tombent. Hein. Vous savez, on a vanté les pays dits anglophones, Afrique de l'Ouest, anglophones, oui. On a vanté la soi-disant intégration sous-régionale, avec la libre circulation de biens et de personnes. J'ai passé le temps à crier ici depuis 10 ans que c'est une escroquerie, qu'il n'y a aucune intégration en Afrique de l'Ouest. J'ai passé le temps à le dire. Les gens voient. Les gens voient que l'Afrique de l'Ouest est la zone la plus arriérée politiquement. Je ne parle pas des peuples, hein. Je parle de l'histoire disant président. C'est la zone la plus arriérée du continent. Parce qu'elle est dans les ténèbres de la France et ces présidents se plaisent dans ces ténèbres-là. Ils sont d'abord eux-mêmes des ténèbres, mon cher Bachir. Lisons les arguments des présidents. Ils vous disent que, 1, c'est l'échec des autorités de la transition du Mali à organiser les élections présidentielles d'ici le 27 février 2022, contrairement à l'accord
conclu avec l'autorité de la CEDEAO. Tout à l'heure, je vais vous dire pourquoi on parle d'autorité. C'est une explication juridique, mon cher Bachir. L'autorité de la CEDEAO, le 15 septembre 2020, est l'engagement de la charte de la transition. Voilà le premier argument, n'est-ce pas? Le premier argument, que les soi-disant présidents de la CEDEAO réunis en autorité. En autorité, notez bien, on met en avant pour justifier. Bachir, la France a violé combien d'engagements à l'égard du Mali? Où était la CEDEAO? Alors que ce que la France fait est contraire, je vous rappelle, aux principes fondamentaux de la CEDEAO. La France a violé combien d'engagements? L'ONU a violé combien d'engagements à l'égard du Mali? L'ONU a volé les articles de sa charte. Elle a violé les résolutions, l'aménagement a violé les résolutions de l'ONU, 2 résolutions de l'ONU qui obligeaient l'aménagement à faire la guerre aux terroristes. Et quand l'aménagement vient au Mali, ils disent au gouvernement malien que nous ne sommes pas ici pour ça. Or, les 2 résolutions, je crois, une résolution 2100 et une résolution 2100 et une résolution 2164. Si mes souvenirs sont bons, mais je les ai à la maison. Explique clairement à l'aménagement, Bachir, de traquer les terroristes. C'est écrit. L'aménagement vient au Mali et dit au gouvernement malien que, monsieur, nous ne sommes pas ici pour ça. Parce que l'aménagement est dirigé au Mali par la France. Pour aller comme mon cher Bachir. La France a transformé l'opération Serval en Barkhane sans consulter un seul Malien. Mon cher Bachir, la CEDEAO ne dit rien, mon cher Bachir. Deuxième argument de la CEDEAO. L'absence de progrès tangible dans la préparation des élections, malgré la volonté de la CEDEAO et de tous les partenaires régionaux et internationaux d'accompagner le Mali dans ce processus. Écoutez bien, Bachir. Oui. Compte tenu de l'impact, écoutez bien, de l'impact déstabilisateur sur le Mali et sur la région. Écoutez bien, créé par la transition au Mali. Mon Dieu. Donc, pour la CEDEAO, c'est la transition malienne qui est potentiellement déstabilisatrice pour la sous-région et pour le Mali. Mais vous vous rendez compte, Bachir? Donc, ça veut dire quoi? Le fait que le Mali soit occupé à 80% de son territoire par les terroristes n'est pas déstabilisateur pour la CEDEAO. Oui. Il faut bien analyser un discours écrit par des soi-disant présidents, avec leurs experts qui ont 1000 doctorats chacun. Bachir, c'est-à-dire que ces soi-disant présidents-là, n'est-ce pas? Ces soi-disant présidents se sont assis et disent ceci. Bachir, c'est le communiqué officiel, le monde entier doit nous entendre. Ils disent que c'est l'absence de progrès tangible dans la préparation des élections, malgré la volonté de la CEDEAO et de tous les partenaires régionaux et internationaux d'accompagner le Mali dans ce processus, compte tenu donc de l'impact déstabilisateur sur le Mali et sur la région, créé par la transition, l'autorité décide d'activer immédiatement la force en attente de la CEDEAO qui devra être prête à toute éventualité. Bachir, c'est très grave. C'est pourquoi c'est très grave. Vous me le dites. C'est de l'idiotie. Pourquoi? Ce ne sont pas des présidents, ça. Ils mettent des vestes, ils prétendent être élus, mais ils sont d'une nullité possible. Comment les experts peuvent savoir écrire ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la CEDEAO est une organisation pro-terroriste. Bachir. C'est eux-mêmes qui viennent de le dire. Parce que pour eux, le terrorisme là, c'est moins menaçant que la transition. Non, vous êtes gentil. Oui. Elle n'est pas menaçante, n'est pas déstabilisateur. C'est écrit. Ce qui est déstabilisateur pour eux, c'est la transition malienne qui refuse d'organiser ce qu'ils appellent élection. Le monde entier est témoin. Aucun Africain ne va dire qu'il ne connaissait pas. C'est écrit. C'est le communiqué. Ce n'est pas des soi-disant présidents. Donc, parmi eux, des docteurs en doctorat. Il y a un parmi eux qui a fait l'université même au ciel pour être le plus grand économiste de la terre du ciel. Il est en Côte d'Ivoire. Vous avez parmi eux un autre qui est au Burkina Faso. C'est-à-dire ce sont des génies tous. Ils se sont assis et leur génie réuni a produit un truc comme ça. Où devant le monde entier, ils disent clairement qu'ils sont une organisation pro-terroriste. Mon cher Bachir, c'est écrit. On va aller plus loin. L'autorité. Tout à l'heure, je vous dis ce qu'on appelle autorité en droit. C'est un sens, le mot autorité, Bachir. L'autorité reste profondément préoccupée par le rapport cohérent sur le déploiement d'agents de sécurité privés au Mali. Écoutez bien, le rapport cohérent sur le déploiement d'agents de sécurité privés au Mali avec son impact potentiellement déstabilisateur. La bêtise se répète encore. Déstabilisateur sur la région de l'Afrique de l'Ouest. Bachir, c'est quel rapport qui est cohérent? C'est quel rapport? Mais des rapports contre Wagner. Quel rapport? Bon, écoutez. La France, État criminel, dirigé par des criminels, a demandé matin mon histoire sur Wagner. Eh bien, quand le Parlement français, le Sénat français, a invité Mme Parly, celle qui s'est fait appeler ministre de la Défense, qu'est-ce qu'elle a dit au Parlement français? Les vidéos existent. Elle a dit ce n'est qu'une rumeur. Elle a dit qu'on n'a pas les preuves que Wagner est là. Mme Parly
Mais où est-ce que la CEDEAO sort les preuves que Wagner est au Mali? Mais ce sont des présidents, ça. Et vous voulez nous obliger, nous, Africains, d'appeler les gens là président? Mais ce sont des mercenaires. Que nous, on doit appeler Ouattara, Bazoum, Kaboré, président. Bachir. Mais c'est toi qui as écrit ça. Ils ont écrit ça, Bachir. C'est écrit. Où est-ce que Wagner, que la CEDEAO amène une seule preuve que Wagner est au Mali, que Wagner est en Libye ou en Centrafrique? Mais la Libye, c'est pas le Mali. La Libye, c'est au nord du Mali, n'est-ce pas? La Centrafrique, c'est l'Afrique centrale. Mais quand nous apporte la preuve qu'il y a un agent de Wagner au Mali, l'État malien traite officiellement avec l'État russe, mon cher Bachir. Et pour la circonstance, Oui. Monsieur Sergei Lavrov, oui, j'ai terminé. Monsieur Sergei Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Russie, vous a dit ceci dans un tweet. Il dit ceci, il dit que dites aux dirigeants français que on ne peut pas avoir détruit la Libye en transportant les djihadistes pour faire ce travail et prétendre combattre les mêmes djihadistes au Mali. Vous comprenez? Oui. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que les soi-disant présidents de la CEDEAO écoutent ça? Mais c'est de la logique, non? Ils peuvent faire écouter Bachir. Ce sont des mercenaires. Vous comprenez, mon cher Bachir? Il y a plus grave. Parmi les signataires, moi je ne vais pas les citer, même Georges Weah, voilà, un ancien footballeur reconverti en président, après avoir fait un stage de franc-maçonnerie, il vient signer ça. Ça se prend qui? Allez, il représente son pays, le Libéria. Quoi? Il représente son pays, le Libéria. Lisez-moi la liste des présidents. 10 secondes et je reprends la parole. Je suis en train de chuter. Oui. Ce qui est plus grave, c'est quoi, Bachir? Mon Dieu. Kaboré a signé ça. Kaboré, son pays est à terre. Son état-major lui a dit que c'est la France qui va le payer à terre. Kaboré a signé ça. Il a été élu démocratiquement au Burkina Faso. Il a été élu à 1000% démocratiquement. Il a signé ça, Bachir. Un incompétent notoire comme président. Un incapable. Son pays est à terre. Massacré par les Français. Son armée est à terre. Il n'est pas en mesure de payer une seule tenue à ses militaires. Il va signer un truc comme ça. Kaboré. Kaboré. Et monsieur que nous on a soutenu ici, on l'a soutenu par, comment on dit ça? On appelle ça quoi? Ça bénéfice du doute. Merci. Par bénéfice du doute. Bachir, tu le sais ici. Oui. On a fait des missions pour le soutenir. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Mais un nulard. Allez, président Mandakani, le mot il est très fort. Les mots sont très forts et c'est pas là que je reprends la parole. Comment ton pays est à terre? Je me comprends. Oui. Comment ton pays est à terre? Et je comprends. Il meurt tous les jours, ton pays est à terre. Oui. Monsieur Bachir, président Mandakani. Je prends la parole, je prends déjà à témoin. Oui. Monsieur capitaine, Kaboré et Bazoum, la population Bachir sont sortis pacifiquement dans la rue pour dire le convoi militaire français ne passe pas ici. Pourquoi? Parce que la France parlait les terroristes dans le Sahel. Bachir, la France a tiré sur les gens, même lui Bachir. Qu'ont fait les deux présidents que vous appelez présidents? Kaboré a envoyé son ministre des Affaires étrangères à RFI, inciter son peuple Bachir. Vous avez vu ça où? Monsieur Bazoum a applaudi la France d'avoir tiré sur les Nigériens. Vous voulez que nous, on continue par la diplomatie de merde et appeler ces gens présidents? Allez, merci président Mandakani. Ils vont tous tomber. Allez, président Mandakani, merci. Oui, je reprends la parole. Ils vont tous tomber. Je reprends la parole. Merci à Peter. Merci président Mandakani et merci.